y aura bientôt 3 ans que j'ai fait l'acquisition du gîte Le Moulin de Bernard. C'était déjà un gîte de groupe en activité et j'ai été confrontée à certaines difficultés propres au fait de reprendre cette activité. Je sais que vous êtes nombreux actuellement à chercher votre futur bien. Vous aurez probablement l'opportunité, au cours de vos recherches, de reprendre un gîte ou une maison d'hôte déjà ouvert. C'est pourquoi j'ai demandé à Laurie de nous donner les points auxquels il vous faudra être particulièrement vigilant pour cette reprise. Laurie accompagne les professionnels de l'hébergement touristique pour développer sereinement son entreprise. Je vous invite à prendre contact avec elle au plus vite pour connaître ses offres et discuter de votre projet. Pour cela, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur le site internet des Clés du Gîte. Salut Laurie! Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment gérer sa stratégie marketing lorsqu'on rachète un hébergement déjà en activité? Je dirais que le premier conseil, c'est de l'anticiper au maximum. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que on commence à penser stratégie marketing une fois qu'on a acheté. C'est-à-dire on a trouvé le local, on a trouvé l'emprunt, peut-être qu'éventuellement on n'a pas encore tout à fait signé, mais on est vachement avancé dans le processus. Ou alors, au contraire, tout est déjà signé, on vient de poser, ses bagages pour commencer à faire les travaux. Et là, on se dit: «Bon, va falloir se dire, comment je gère le site, comment je gère, la page Facebook et cetera». Et en fait, la première erreur, elle est vraiment là, parce qu'à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez accès à rien. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons les anciens propriétaires sont partis, vivre aux Bahamas, vous avez plus de contact avec eux et vous vous retrouvez avec un ancien site, des anciennes pages sur les réseaux sociaux, ça peut être une fiche Google My Business, ça peut être tout bêtement dans les annuaires, hein, sur page jaune ou plein d'annuaires en ligne où des fois on n'est même pas conscient que ça existe, mais où le nom est remonté. En fait, toutes ces choses-là, vous aurez pas du tout l'accès. C'est-à-dire que vous aurez pas les mots de passe, vous saurez pas quelle adresse a été utilisée. Si vous faites mot de passe oublié, ça repart sur un mail que vous n'avez pas. Et là, ça pose vraiment un problème. Notamment, en fait, il va y avoir deux possibilités. Si vous reprenez le même concept et vous comptiez garder le nom, là, vous êtes vraiment dans une situation qui sera dramatique parce que, par exemple, si vous recréez un site, euh, vous avez gardé le même nom, prenons du gîte, vous allez recréer un site, en fait, il va rentrer en concurrence avec l'ancien site encore en ligne. Et imaginez, ça peut être vraiment dramatique s'il y a encore, par exemple, la réservation en ligne qui n'a pas été coupée sur l'ancien site. Vous pouvez très bien vous retrouver avec des gens qui arrivent, ils pensent avoir réservé et en fait la réservation elle est tombée dans le néant, et ils arrivent devant chez vous en pensant qu'ils ont réservé pour une semaine, alors que vous avez vous déjà vos vrais clients qui arrivent aussi, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver dans une situation compliquée. Même si on change le nom, ça n'empêche pas qu'il y a quand même, des locaux qui connaissaient l'ancien nom, ça peut être, des anciens clients, des fidèles et tout qui vont pas se rendre compte parce qu'ils vont trouver toujours les anciennes pages que ça a changé de propriétaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper et en fait l'idéal, dans l'absolu, c'est de se poser la question dès le début. C'est-à-dire dès que vous commencez à réfléchir à l'achat, d'en parler aux anciens propriétaires, de faire l'état des lieux, y compris ça peut être avec eux, hein, mais de ce qui existe, pour vous rendre compte, est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès facilement? Est-ce qu'on va pouvoir le reprendre? Ou est-ce que c'est trop vieux et il faut le supprimer? Et à la limite, ça peut faire partie de la négociation en fait, dans votre achat, de vous rendre compte du taux de travail qu'il y aura à faire sur cet ancien marketing. Oui, tout à fait. De la même manière qu'on va négocier que tel ou tel mobilier reste, tel équipement, eh ben, on peut dire, ben, ça inclut le site internet ou au contraire, ben, on ne peut pas garder le nom puisque vous l'aviez déposé, vous souhaitez vous, développer une autre activité ailleurs avec ce même nom. Voilà, il faut, effectivement, répondre à toutes ces interrogations, au moment même de signer un acte d'achat. Tout à fait. Et c'est vrai que, par exemple, ça peut très bien être un axe de négociation dans les 2 sens. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que, au contraire, vous allez reprendre le nom et que les anciens propriétaires, ils vous cèdent, un super site internet, une grosse communauté sur les réseaux sociaux hyper active, pour vous, c'est un très, très bon départ. Donc ça peut aussi être, quelque chose que vous prenez en compte, en vous disant: «OK, c'est peut-être un peu plus cher que ce que je voulais, mais je peux mettre en valeur auprès de mon banquier toute cette partie-là qui est hyper optimisée». Donc c'est vraiment dans les 2 sens. Mais c'est vrai que le sens qu'on retrouve le plus souvent et qui va le plus souvent poser problème aux gens qui rachètent un hébergement, c'est le sens où en fait, non, il y a plein de vieilles choses assez peu optimisées auxquelles on n'a pas accès et c'est là que je vous dis qu'il faut vachement anticiper parce qu'on peut se retrouver avec, moi j'ai déjà eu un client, on a mis 4 mois
à fermer un ancien site web alors qu'il y avait des bonnes relations avec les anciens propriétaires, mais ils avaient perdu les accès. Le prestataire était pas du tout coopératif et on a mis 4 mois à fermer l'ancien site. Donc vous voyez, ça peut être assez long quand même. Oui, il faut pas oublier que si justement vous êtes, en tant qu'acquéreur, bah, la personne qui vend, elle tire un trait sur cette activité-là, elle se projette déjà sur, sa nouvelle vie et elle a peut même si c'est pas du tout intentionnel ou mal intentionné justement, elle peut aussi avoir, voilà, oublié et ne pas avoir envie de dédier du temps à ce transfert d'informations. Oui, c'est ça, c'est que des fois c'est trompeur. En fait, vous par exemple, vous allez avoir une très bonne relation avec les anciens propriétaires, ça s'est très bien passé pendant la visite, ça se passe bien chez le notaire, enfin un peu tous les voyants ouverts et en fait, on se rend pas compte que, bah, après la signature, eux, ils partent, ils refont leur vie et en fait, ils ont pas forcément l'énergie ou le temps parce qu'ils ont une nouvelle vie de consacrée à ça et c'est un peu tard, en fait, parce que du coup, quand ils sont partis dans leur nouvelle vie, des fois même il y a eu un déménagement, bah, c'est vachement plus compliqué de gérer tout ça que si on l'avait anticipé avant de leur dire: «OK, on achète, mais préparez bien toute la transmission». Par exemple, ça peut tout à fait être de se poser, 1 ou 2 jours avec eux, avec leur ordinateur et de récupérer tous les mots de passe. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu as fait toi, Laura, hein? Tout à fait, on s'est organisé une demi-journée. Je leur ai dit juste, «Prenez votre ordi». Je m'étais préparée, psychologiquement et puis, oui, ça a pris plusieurs heures et moi j'ai fait site internet après site internet et pour leur dire: «Bon, ben, là, c'est quoi vos codes?» Ça a été difficile, mais on a su, gérer ça. Mais effectivement, j'ai pris l'initiative, de l'organiser et d'être avec eux pour les assister, et cetera, plutôt que de me dire: «Ah bon, bah, dans un mois, je leur enverrai un email pour savoir» ou quoi. Non, non, non. Si vous pouvez, anticiper, de toute façon, c'est tout le but de cet épisode justement, c'est vraiment, sur l'anticipation. Imaginez le pire scénario pour que voilà, pour que vous puissiez prendre le temps d'organiser, la passation. Est-ce qu'on doit communiquer sur ce changement de propriétaire? Oui, globalement, enfin, en tout cas, il va y avoir 2 situations, encore une fois. Il va y avoir la situation 1 où, vous rachetez un peu un établissement clé en main, un hébergement clé en main. Par exemple, vous gardez le nom, vous gardez le concept. Bon, vous allez forcément faire des petits changements et cetera, mais bon, globalement, vous êtes à l'aise avec le concept que vous rachetez et vous gardez la même chose. Dans ce cas-là, ça va être une question, de transparence. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être qu'il y a déjà des réservations qui ont été prises pour le futur, bah, ça paraît quand même assez compliqué de pas annoncer rapidement aux clients que va y avoir un changement, que c'est pas les personnes avec lesquelles ils avaient fait la réservation. Vous pouvez difficilement prendre le risque parce que si vous tombez sur un habitué qui venait tous les ans, il va tout de suite comprendre qu'il y a un changement de propriétaire, donc c'est pas du tout recommandé, de prendre le risque et donc le cas B, c'est le cas où vous changez complètement le projet et dans ce cas-là, bon, ben, vous êtes un peu obligé puisque de toute manière, vous revoyez tout le concept. Mais dans les 2 cas, de toute manière, faut se dire qu'en communication, plus on est transparent, mieux c'est. Parce que plus on est transparent, plus on a de chances que, bah, il y ait pas on réduit en tout cas les risques de mécontentement, de non-compréhension et les mécontentements et la non-compréhension viennent principalement de choses qui ont mal été comprises par les clients. Donc plus vous les réduisez, plus vous avez de chances que ça se passe bien, qu'il y ait pas d'avis négatifs et que les choses soient fluides. On doit communiquer aussi qu'on est les nouveaux propriétaires au niveau de la clientèle locale et de futurs partenaires. Ouais, c'est une très, très bonne remarque parce que souvent quand on se lance dans des projets touristiques, on a tendance à se focaliser beaucoup sur, bah, le client et des fois le client il vient de très loin, ça va dépendre de votre établissement mais par exemple si vous êtes, je sais pas à 2-3 heures de TGV de Paris, vous pouvez très bien vous dire: «Voilà, mes clients ce sera des couples parisiens, en week-end» et la petite erreur qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de se dire: «Bon, je me focalise sur les Parisiens. Je communique sur Paris et cetera» et d'oublier complètement que finalement, vous allez vraiment avoir un relais, autour de votre hébergement qui est le relais local. Ça va être, bah, les commerçants, locaux, ça va être également les habitants. Parce qu'un hébergement peut très, très bien être réservé par des habitants, qui font venir leur famille à Noël, qui veulent fêter un anniversaire, si on est sur un gîte de groupe. Enfin, il y a toutes ces choses-là, donc finalement, c'est aussi d'ailleurs partie de toute cette logique d'anticipation, c'est de, avant acheter, peut-être faire un petit tour, du voisinage, de comment ça se passe dans la localité. Parce qu'il va y avoir des endroits qui seront moins propices à cette stratégie-là et c'est complètement logique de l'intégrer dans votre réflexion.
de pouvoir vous dire est-ce que les nouvelles personnes vont être bien accueillies? Est-ce que ça va être facile de communiquer? Est-ce qu'il y a des commerçants qui peuvent être notre relais? Bon, on dit des fois que le papier est mort, mais des petites cartes de visite, chez les commerçants du coin, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de passages à vélo, par exemple, et les gens ils cherchent un hébergement pour la nuit, bah, ça peut être complètement, logique et intéressant. Oui, j'avais même eu l'idée, pour ma part de faire, une sorte de crémaillère. Je sais que d'autres, établissements le font aussi et je trouve que l'idée est super pour un budget pas énormissime et d'organiser, voilà, une sorte de portes ouvertes pour montrer, comment vous vous êtes approprié le bien, comment vous l'avez modifié, comment vous l'avez repensé et puis pour vous présenter du coup à vos voisins et aux habitants alentours, aux partenaires. Moi, je dis toujours les partenaires parce que je pense que voilà, les commerçants, les artisans, et cetera, deviendront et je vous le souhaite, des collaborateurs. Oui, d'ailleurs, ce que tu dis, ça peut aussi faire partie de la logique de transmission avec les anciens propriétaires. C'est-à-dire que vous pouvez complètement intégrer les anciens propriétaires et faire une espèce de crémaillère de transmission où, bon là on n'est pas dans des logiques de digital, mais c'est la même logique. C'est les anciens propriétaires qui vont vous présenter, ça peut être le maire par exemple, ça peut être intéressant de le connaître, ça peut être, voilà, les anciens fournisseurs, qui, fournissaient les produits du petit-déj, enfin en tout cas que vous connaissiez bien le tissu local, et que vous soyez présenté pour être tout de suite bien intégré, ça peut être complètement un bon booster, pour votre ouverture. Parfait. Je pense qu'on a fait un bon tour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut rester assez concis dans ces épisodes de l'Avent. Mais je crois que on va secrètement travailler avec Laurie sur quelque chose d'un peu plus conséquent pour vous accompagner dans ce rachat d'un hébergement touristique. Tu es bien Parce que vous avez d'accord? vu on est intarissable sur le sujet, si on nous arrête pas, Voilà. on est là pour des heures. Vous avez la formule condensée, mais je ne vous raconte pas les heures de bavardage que nous avons réussi à avoir sur le sujet. Donc, restez connectés. Si ça vous intéresse, on va travailler sur quelque chose. J'en dis pas plus parce que c'est aussi flou pour nous que pour vous. Mais il y a un sujet qui nous intéresse énormément. Et puis, bon, c'est très concrètement ce que j'ai vécu. Donc c'est plus facile aussi. Un grand merci, Laurie. Bah, merci à toi et puis merci à tout le monde d'avoir écouté. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein, c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.